Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. Les efforts du Bénin dans sa lutte contre l'érosion côtière semblent vains. Les populations situées le long du littoral voient leur terre reculer de 30 mètres chaque année. Et détail pour ce début d'édition. En France, une nouvelle tempête du nom de Frederico vient de souffler sur le pays. Les rafales de vent ont même touché la frontière de la Belgique voisine et plusieurs départements sont placés en vigilance orange. Les appareils numériques que nous utilisons sont responsables de 4% des émissions de gaz à effet de serre, un impact inquiétant sur l'environnement. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans cette édition. Les habitants et les entreprises situées le long du littoral béninois perdent leur bataille contre l'océan. Les experts affirment que le pays perd chaque année 30 mètres du littoral au profit de la mer. Léon Sagbo pour les détails. Malgré les millions de dollars dépensés par l'État béninois pour protéger les communautés côtières de l'érosion marine, le changement climatique et l'élévation du niveau de la mer ont exacerbé la vulnérabilité de la région côtière. L'un des pêcheurs, Raymond Mekpe, se souvient de son enfance, désignant ainsi la maison de ses grands-parents engloutis par la mer. Selon lui, le manque de surveillance et d'entretien en sont pour beaucoup. Le gouvernement a construit 13 structures le long des plages de Cotonou pour tenter de ralentir l'érosion. Le directeur général de l'environnement et du climat, Estile Outiklisou, déclare qu'il traite le problème segment par segment selon le plan d'investissement et d'attaque élaboré par l'État. Selon lui, les 160 millions de dollars injectés par le gouvernement ont contribué à ralentir la progression de l'océan. L'océanographe Kossi Georges Degbe affirme néanmoins que placer des structures de protection de la côte à un endroit donné ne fait qu'avancer le phénomène. Il précise également qu'outre la montée des eaux due au changement climatique, les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient avec des vagues très hautes qui se déferlent sur les côtes. Il faut souligner que l'érosion côtière affecte l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et d'autres pays du monde. C'est d'ailleurs l'un des sujets qui seront abordés lors de la conférence sur le changement climatique COP28 à Dubaï en décembre. À la demande du président congolais Félix Tshisekedi, la République démocratique du Congo, qui est le 15e pays le plus peuplé du monde, va promouvoir l'économie circulaire. L'idée est de recycler en masse les 8000 tonnes de déchets plastiques qui polluent la capitale Kinshasa et dans d'autres villes par la suite. Alexandra Adekambi. L'attractivité des villes de la République démocratique du Congo sera renforcée. C'est la volonté du président Félix Tshisekedi, dont le premier mandat s'achève en décembre 2023. À l'occasion du Conseil des ministres qu'il a dirigé en octobre dernier, le candidat à sa réélection a instruit au gouvernement de mettre en œuvre une politique de promotion de l'économie circulaire en milieu urbain, à commencer par Kinshasa. Les 24 communes de la capitale de la République démocratique du Congo subissent le spectacle dégradant et inadmissible des déchets qui jonchent les rues, les caniveaux et les cours d'eau. Une situation d'insalubrité notoire qui constitue à la fois un défi de gouvernance et une opportunité économique. Cette mission a été confiée directement au ministre de l'Industrie de ce pays d'Afrique centrale. Il s'agira dans un premier temps de faire un état des lieux de l'ensemble de la filière industrielle dans le recyclage des déchets plastiques pour développer un modèle qui pourra être dupliqué dans d'autres villes du territoire. Les recommandations de Félix Tshisekedi s'inscrivent en la droite ligne des 6e et 12e objectifs de développement durable, respectivement axés sur l'assainissement et les modes de production et la consommation responsable. Ils devraient également déboucher sur la création d'emplois locaux pour les jeunes au chômage à travers la promotion des activités liées à la collecte et au traitement des déchets. Revenons en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Nigeria. Avec le soutien de la Banque africaine de développement BAD, le gouvernement fédéral du Nigeria recherche un consultant pour la préparation d'un plan d'investissement sur l'eau et l'assainissement pour 6 de ces États. Les cabinets de conseil intéressés doivent formuler leurs propositions au plus tard le 19 novembre prochain. Alexandra Adekambi. Au Nigeria, le gouvernement fédéral prépare un nouveau plan d'investissement sur l'eau et l'assainissement pour améliorer ses services essentiels dans les États d'Akwa Ibom, Borno, Nasarawa, Niger, Ogun et Zamfara. L'élaboration de ce plan nécessitera une expertise technique et les autorités nigériennes en sont conscientes.
C'est ainsi qu'un appel d'offres a été lancé le 31 octobre 2023 et devrait se refermer le 19 novembre prochain. Sur une durée de 6 mois à compter de la date de signature de l'accord, le cabinet de conseil recruté aura pour tâche de développer un plan directeur d'approvisionnement qui détaillera les projets d'investissement nécessaires pour la planification et l'expansion des systèmes afin de répondre à la demande d'approvisionnement en eau et d'assainissement à court, moyen et long terme dans les États ciblés. Il faudra également identifier les projets prioritaires et fournir un cadre général reliant toutes les autres initiatives relatives mises en œuvre dans le secteur de l'eau et l'assainissement. Les agences de l'eau dans les 6 États superviseront les services de conseil qui participeront à l'atteinte du 6e objectif de développement durable ODD 6 des Nations Unies qui vise à garantir l'accès universel à l'eau et à l'assainissement des populations à l'horizon 2030. Le Nigeria qui veut tenir cet engagement devra redoubler d'efforts car selon la Banque mondiale, environ 60 millions de Nigérians vivent toujours sans accès aux services d'eau potable de base, 80 millions sans accès à des installations sanitaires améliorées et 167 millions sans accès à une installation de base pour le lavage des mains. Parlons du continent africain en général. Le secteur des énergies renouvelables regorge un potentiel important. Mais dans le cas de la création d'emplois durables et respectueux de l'environnement, ce secteur présente d'énormes limites. Selon l'Agence internationale des énergies renouvelables IRENA et l'Organisation internationale du travail OIT, l'Afrique ne comptabilise que 2,34% des emplois à l'échelle mondiale. Plus de précisions dans ce récit signé Irène Pakwadina. Les énergies renouvelables ne représentent pas une importante source de création d'emplois sur le continent africain. Un rapport publié par l'Agence internationale pour les énergies renouvelables IRENA en collaboration avec l'Organisation internationale du travail OIT indique que ce sont 320 000 emplois qui sont jusqu'ici générés dans le domaine des énergies renouvelables en Afrique. Le nombre relativement limité d'emplois dans le secteur des énergies renouvelables en Afrique s'explique essentiellement par la faiblesse des capacités installées sur le continent, estimées à environ 1% des capacités solaires photovoltaïques et éoliennes mondiales. Toutefois, l'Afrique du Sud a joué un rôle majeur dans la création d'emplois éco-responsables liés au secteur des énergies et de l'environnement. Mais cela n'est pas suffisant. Selon Jérôme Kumba, expert en environnement, l'Afrique du Sud a affiché sa volonté et son engagement à se lancer dans les nouvelles énergies qui ne polluent pas l'environnement. Même si l'Afrique dispose d'un potentiel considérable en matière d'énergie renouvelable, elle ne reçoit actuellement que 2% des investissements dans les énergies propres. À cet effet, seuls 7% de la capacité éolienne et 9% de la capacité solaire sont actuellement opérationnels en Afrique. La couverture forestière du Kenya est actuellement de 7%. Pour atteindre l'objectif de 30% à l'échelle 2030 dans la capitale Nairobi, le gouvernement a mis de côté 80 millions de dollars américains pour accompagner cet exercice en cours. Irène Pakwadina nous en dit plus. Dans le but de planter 15 milliards d'arbres d'ici 2030, le gouvernement kényan mobilise et encourage sa population à participer dans la restauration de la couverture forestière du pays. Félix Koskei, chef cabinet et chef de fonction publique, a encouragé les habitants de Nairobi à planter des arbres afin d'augmenter la couverture forestière à plus de 10%. Le changement climatique aggrave les sécheresses dans la Corne de l'Afrique où les pluies ont manqué pendant 5 saisons consécutives. Le pays continue de souffrir de l'exploitation et du commerce illégal d'un grand nombre de ces forêts qui sont essentielles pour des zones de captage d'eau du pays. Les forêts stockent le carbone, l'un des principaux facteurs du réchauffement climatique. En revanche, la déforestation accélère le réchauffement climatique. Le président kényan, William Ruto, a fait du programme national de restauration des paysages et des écosystèmes une priorité depuis son accession à la présidence en septembre 2022. Hors du continent africain cette fois-ci, après les tempêtes Ciaran et Domingo, une haute dépression du nom de Frederico a soufflé sur la France. Des rafales de vent ont soufflé jusqu'à la frontière belge voisine et 15 États de l'Hexagone sont placés en vigilance orange. Regardez. Pour la 4e fois en moins d'un mois, une tempête touche la France. Une nouvelle dépression nommée Frederico balaie la France depuis ce jeudi.
Des vents forts et des pluies abondantes ont touché un grand nombre de régions. Après les tempêtes Ciarán et Domingos, c'est au tour de la tempête Federico de déferler sur l'Hexagone. Elle est arrivée dans la nuit de mercredi à jeudi depuis l'ouest et a touché une large partie du pays au cours de la journée. Certaines régions, à l'instar de la Bretagne et des Hauts-de-France, où les dégâts des dernières intempéries sont déjà spectaculaires, ont évité le pire. Selon les prévisions de Météo France, la dépression Federico est bien moins préoccupante que l'été Ciarán et Domingo. Le vent a soufflé fort, en particulier sur la moitié nord de la France, des côtes de la Manche jusqu'au nord de l'Aquitaine. Des rafales de 60 à 90 km/h sont relevées par endroits, notamment près de Poitou et en Manche. D'autres de 100 km/h ont touché le littoral atlantique et les côtes de la Manche. La pluie a été également au rendez-vous en abondance par endroits. Les départements de Pas-de-Calais, du Nord, de la Vendée et de la Charente-Maritime ont été placés en vigilance orange. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les perturbations se sont concentrées le long des frontières à l'est jusqu'à la Belgique voisine. Toujours en France, l'Institut français de recherche sur la mer a mis en place un dispositif permettant de créer l'électricité à partir de la force des vagues. Pour l'heure, il n'existe que des fermes pilotes, mais la commercialisation de ces caissons de production houlomotrices pourrait intervenir à l'horizon 2025. Léon Sabo. Comment récupérer de l'énergie des vagues pour s'éclairer et se chauffer? Pour répondre à ce défi, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, l'IFREMER, teste ce mois un nouveau système de production d'électricité à partir de la force houlomotrice. Il s'agit d'un cylindre jaune de 3,5 mètres de long qui flotte et est balancé par les vagues sur le site d'essai de l'IFREMER à Sainte-Anne-de-Portiche, arrimé au fond par 2 ancres. Mise au point par la start-up bordelaise Citons, il permet de produire de l'électricité en utilisant la force des vagues. Ce cylindre génère un flux d'air qui fait tourner la turbine qui produit de l'électricité sous l'action de la houle. Le modèle définitif sera 4 fois plus grand que ce prototype, pouvant produire l'équivalent de ce que produit une éolienne moyenne. Avec le test, il s'agit de mesurer la robustesse du dispositif en conditions réelles. Le prototype a d'ailleurs passé avec succès le test de la tempête Ciarán en affrontant les vagues de 3 mètres de haut avec des vents à 150 km/h. Ceci permet de vérifier la résistance des caissons à la corrosion. Le test doit durer 10 mois en vue d'une possible commercialisation pour la production d'énergie à l'horizon 2025. À ce stade, il n'y a que des fermes pilotes et pas encore de commercialisation de l'houlomotrice à grande échelle. L'IFREMER rappelle que la ressource mondiale est gigantesque et que cette énergie pourrait être exploitée en Europe du Nord, au large des États-Unis et du Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et en France. C'est un système qui pourrait apporter de l'énergie peu chère sur des îles isolées ou alimenter des usines de dessalement d'eau de mer. Selon le Conseil mondial de l'énergie, la force des vagues pourrait couvrir 10% de la demande mondiale de l'électricité. Alors que le printemps s'installe en ce mois de novembre sur le continent américain, une canicule record s'abat sur le Brésil. Des températures extrêmes sont enregistrées partout dans le pays depuis le week-end dernier et 15 États sont placés en état d'alerte maximale. Un record de chaleur avec une température de 58,5 degrés Celsius est enregistré à Rio de Janeiro. Regardez. Le soleil fait déjà suffoquer le Brésil. Le pays est frappé par une canicule extrême depuis le week-end dernier et l'Institut national de météorologie a placé 15 États en état d'alerte maximale. Il s'agit principalement des régions du sud-est, du centre-ouest et une partie du nord du pays ainsi que la capitale Brasilia. Alors que l'été commencera officiellement le 22 décembre, un nouveau record de chaleur a ainsi été battu à Rio de Janeiro avec 58,5 degrés Celsius de température ressentie dans la mégalopole brésilienne. Cette température vient battre le précédent record de 58 degrés Celsius en février dernier. Le système Alerte à Rio a noté mardi passé la sensation thermique la plus élevée depuis le début des relevés en 2014. La température nominale s'est élevée à 39 degrés Celsius. Avec 37,3 degrés Celsius, Brasilia a pour sa part connu le même jour la température la plus élevée pour un mois de novembre depuis le début des relevés en 1962. La plus grande métropole d'Amérique latine, Sao Paulo, avait de son côté enregistré lundi la deuxième journée la plus chaude de son histoire avec 37,7 degrés Celsius, juste sous les 37,8 degrés Celsius enregistrés en octobre 2014. La canicule a également généré un record historique de consommation d'électricité
avec un pic à plus de 100 000 MW relevé cette semaine selon l'opérateur national du système électrique. La vague de chaleur, avec des températures supérieures à environ 5% au-dessus des normales saisonnières, vont se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine. En raison du phénomène climatique El Niño, le Brésil connaît des événements météorologiques extrêmes depuis plusieurs mois. D'une part, une sécheresse historique a affecté les rivières de l'Amazonie et d'autre part, de fortes pluies accompagnées de cyclones dans le sud. La sécheresse a aggravé l'ampleur des incendies dans le Pantanal, la plus grande zone humide du monde. Parmi les causes du réchauffement climatique, l'on entend souvent parler de l'effet de serre. Mais qu'est-ce que l'effet de serre et en quoi est-il impacté par les activités humaines? Élément de réponse dans ce dossier signé Rafietou Mbereko. En matière de climat, l'effet de serre est un phénomène naturel qui contribue au niveau de température moyenne à la surface d'une planète dotée d'une atmosphère. Sur Terre, 30% du rayonnement solaire sont directement renvoyés vers l'espace sous l'effet de la réverbération. Environ 20% sont absorbés par l'atmosphère et un peu plus de 50% par la croûte terrestre et les océans. Les principaux gaz à effet de serre qui sont exclusivement responsables de l'effet de serre sont le dioxyde de carbone, l'ozone, le méthane et la vapeur d'eau. Bien que ces gaz représentent 1% de notre atmosphère, ils agissent comme une épaisse couverture chaude à l'extérieur qui entoure cette planète et régule le contrôle du climat. Depuis le début de l'ère industrielle, l'exploitation croissante des combustibles fossiles, à savoir le charbon, le pétrole, le lignite et du gaz naturel, entraîne des émissions supplémentaires des gaz à effet de serre qui renforcent cet effet. Sont également concernés la déforestation et l'élevage intensif. L'augmentation des gaz à effet de serre classiques d'origine liée à l'activité humaine. L'industrie, en effet, libère de surcroît dans l'atmosphère des gaz à effet de serre spécifiques tels que l'hexafluorure de soufre. Il est aujourd'hui incontestable que ces émissions supplémentaires de gaz à effet de serre accentuent notablement l'effet de serre naturel et participent en conséquence au réchauffement climatique en cours. L'effet de serre est certes un concept souvent utilisé péjorativement pour illustrer les conséquences de l'activité humaine sur le climat. Pourtant, c'est avant tout un processus naturel qui a permis à la vie de se développer sur Terre. L'effet de serre est donc indispensable à la vie et n'est pas un problème en soi. C'est son accentuation par les activités humaines qui entraîne le dérèglement climatique et ses conséquences calamiteuses. Selon le Centre national de recherche scientifique, sans l'effet de serre sur Terre, la température de la planète à la surface serait d'en moyenne moins 19 degrés Celsius. Une illustration de la nécessité de ce phénomène pour que la vie se développe sur Terre. Certaines planètes ont des effets de serre plus ou moins prononcés, d'autres comme Mercure ou Pluton en sont dépourvues car elles n'ont pas d'atmosphère et sans cette barrière protectrice de gaz, pas d'effet de serre. Le numérique et les terminaux qui le font fonctionner sont devenus indispensables de nos jours, mais très peu connaissent leur impact sur l'environnement. En effet, l'impact carbone du numérique sur l'environnement est inquiétant. Il représente 4% des émissions de gaz à effet de serre produites chaque année dans le monde et ce chiffre risque de doubler d'ici à 2025. Rafietou Mbereko nous en dit plus. Le constat est sans appel. Le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et ce chiffre risque de doubler d'ici à 2025. En France, le secteur du numérique représente 2% des émissions de gaz à effet de serre et pourrait atteindre les 7% d'ici 2040. Mais comment expliquer un chiffre aussi conséquent pour un secteur qui semble immatériel, indolore, voire magique? Aussi appelé pollution numérique, cet impact environnemental tente de prendre en compte la consommation d'énergie, l'extraction de minerais, le coût du transport jusqu'à la phase de recyclage d'un produit numérique. Cette évaluation se sent par l'impact environnemental, qu'il soit positif ou négatif. La pollution numérique est causée par 3 sources principales.
Les utilisateurs avec leurs différents équipements informatiques, les centres de données ou data centers et enfin les services et applications numériques. Le numérique pollue dans son ensemble, mais la consommation mondiale de streaming vidéo émet 300 millions de tonnes de CO2 dans le monde chaque année, ce qui constitue un chiffre important. Selon Data Center Map, il y en aura 4500 data centers repartis dans 122 pays. Mais comment ces centres et ces serveurs peuvent-ils rejeter autant de CO2? Y aurait-il des cheminées invisibles au-dessus des data centers? La Chine seule est à l'origine de 2,35% de la consommation totale d'électricité du pays. Et contrairement à la France, l'électricité chinoise n'est pas produite à partir d'énergie nucléaire, mais du charbon. À l'heure actuelle, les centres de données chinois utilisent un mix énergétique composé à 73% de charbon, à 23% d'énergie renouvelable et à 4% d'énergie nucléaire, selon une étude de Greenpeace et de l'Université North China Electric Power. Il n'y a donc pas de cheminée invisible, mais bien une pollution notoire. Les data centers ont besoin de beaucoup d'électricité et cette électricité provient en grande majorité du charbon et les rejets de CO2. Les data centers sont donc conséquents. En début 2018, l'ONG Greenpeace observait que 50% de l'approvisionnement en électricité reposait sur les énergies fossiles, tandis que 17% s'appuyait sur des énergies renouvelables. Depuis plusieurs années, il est possible de s'appuyer sur l'hébergement web vert, c'est-à-dire des serveurs qui tournent grâce aux énergies renouvelables, éoliennes et solaires en majorité. Beaucoup d'acteurs le promettent mais peu l'appliquent réellement. À noter également que Facebook, Apple et Google se sont engagés depuis 2017 à approvisionner 100% de leurs data centers en énergie renouvelable. Un objectif très difficile à réaliser au vu de l'explosion de la production et de l'utilisation des données à travers le monde. Enfin, l'impact du numérique sur l'environnement ne s'arrête pas aux émissions de gaz à effet de serre. Le numérique participe également à la pollution et à la destruction des écosystèmes. Ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention. L'information environnementale continue sur votre chaîne Green TV International.